moi, j'aimerais voir plus de devs qui sourient au travail. Je suis donc allé poser mes fesses pendant 6 mois à la fac. J'ai fait pas mal de petits boulots à la con. Quand j'ai vu que je me débrouillais à peu près correctement et que je progressais à un rythme régulier, je me suis dit, vas-y, je vais tenter ma chance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma première interview, là où j'ai eu la chance d'interviewer Nicolas Legrand, qui a eu une carrière de développeur qui n'a pas été si linéaire que ça. De développeur autodidacte à formateur, à développeur, vous allez voir, Nicolas a eu énormément d'opportunités dans sa carrière qu'il a su saisir au bon moment, soit par choix, soit par nécessité. Et tout de suite, je vous laisse avec mon interview qui vous apportera un maximum de valeur et qui vous montrera que rien n'est impossible si on veut devenir développeur. Merci déjà de m'avoir invité. Alors, une voie moins tracée, je sais pas. Il y a une voie, c'est sûr, mais je sais pas si elle est moins tracée, donc tu pourras me dire ce que tu en penses après. Moi, c'est Nicolas. Je suis donc développeur depuis presque une quinzaine d'années maintenant. J'ai beaucoup bossé dans les milieux du web et pas mal aussi également un moment dans le jeu vidéo. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est plutôt cette partie-là de ma carrière qui m'a le plus marqué en termes de compétences et puis de conception logicielle. Euh, Sinon, en termes de voix en elle-même, j'ai démarré plus ou moins de façon très très autodidacte, c'est-à-dire que j'ai surtout en fait pris la peine de m'auto-former sur pas mal de choses, mais à un moment j'ai quand même fait une alternance, j'ai quand même fait une alternance d'1 an que j'ai menée à terme, mais bon, c'était pas non plus un truc de malade mental et disons on était on était quand même assez autonome sur la façon dont on était en train de travailler. Cette alternance donc a débouché essentiellement sur une certification MySQL 5 pour développeurs. Hein. C'était pas une certification diplômante de malade. Hein. J'ai juste une certif MySQL 5. J'ai vérifié l'autre jour. Hein, d'ailleurs, elle est encore en ligne. Hein. J'ai donc mon nom sur le site de MySQL et j'ai encore la petite carte quelque part dans mon portefeuille, mais je pourrais la montrer peut-être plus tard. C'est la classe quand même d'avoir une C'est là. certification Ah, MySQL 5. Hein. bon, elle est super périmée, hein, mais voilà, c'est la classe périmée, mais c'est la classe. Ah, je pense que Euh, maintenant, en plus, ils en sont à la version 8, ils ont changé pas mal de choses de ce que j'ai ouais, vu. voilà, ouais, maintenant c'est du MariaDB, à l'époque ça n'existait pas, donc voilà, bon, elle est un peu périmée, mais c'est pas grave, je l'ai eu. Sur le moment, je l'ai eu, j'étais content de l'avoir eu, donc voilà. Sinon, quoi d'autre Donc, ensuite, mais ça a été beaucoup d'auto-apprentissage, beaucoup de curiosité. Il y a aussi cette volonté de systématiquement aller dans un endroit où j'avais pas déjà fait ce que j'étais en train de faire depuis un petit moment. Dès que je commençais à stagner un petit peu, je bougeais très très vite. J'ai changé pas mal d'entreprises en tout début de carrière. Et puis changé pas mal de langage, de techno, etc. J'essayais de voir mais ce qui pouvait mieux me convenir. tout ça dans le jeu vidéo ou, Non, 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 non. J'ai commencé vraiment dans le web, dans une petite agence qui existe encore, qui s'appelle Kernix. Et d'ailleurs, s'ils voient la vidéo, coucou les copains, hein, 15 ans après, je suis encore là. Euh, et donc, du coup, j'ai fait mon alternance chez eux d'ailleurs. Très chouette expérience, vraiment des gens très sympas. Je ne sais pas s'ils sont encore au métro Gaîté à Paris, hein, c'est à 2 pas de Montparnasse, mais c'était très sympa. J'y ai beaucoup appris. J'ai également beaucoup joué aux échecs là-bas avec le commercial Marcel, je m'en rappelle très bien, que je salue aussi au passage, qui est quelqu'un de très gentil aussi. il y a Euh, prescription il y a 15 ans. il y a 15 ans. Hein. Bon, je pense pas qu'il ambitionnait de faire de moi un Garry Kasparov, mais bon, voilà, quoi. Il voulait au moins que je lui offre un petit peu de résistance, ce que j'arrivais à peine à faire à la fin de mon année de matraquage sur l'échiquier. Et Mais il y a 15 ans, l'apprentissage, c'était vraiment pas développé. Comment t'as vécu ton apprentissage? je l'ai vécu de façon comment dire, bon, c'était sympa quand même, hein, je vais pas mentir. Hein. Disons que j'avais des camarades, on se retrouvait, on faisait des choses. On avait un prof quand même, il essayait de nous apprendre des choses, mais bon, comment dire, c'était pas. Je veux dire, les programmes n'étaient pas aussi développés que maintenant, c'était pas aussi encadré. Le prof était là, on peut pas dire qu'il n'était pas là. Thomas Corbière, hein, s'il est là, donc coucou Thomas, si tu es encore dans le circuit 15 ans après, sache que moi j'y suis encore. Euh, je pense que à l'époque, en fait, on était surtout beaucoup encouragé à être très autonome, très très autodidacte. Je dis pas qu'aujourd'hui on l'est pas, hein, surtout pour ce qui est bootcamp, etc. Mais on en parlera plus tard, je pense.
Mais disons que voilà, quoi, tu voulais savoir faire un truc, va gratter la doc, quoi. Va gratter la Ouais, surtout qu'il y a documentation. 15 ans, la doc, elle n'était pas de la même qualité que maintenant, hein, parce que quand tu Bah, vois les tout docs dépend de maintenant, quel doc. Tout dépend de quel doc. J'ai commencé avec du PHP et du MySQL. La doc PHP était quand même relativement de bonne qualité, mais il fallait aller lire la doc en anglais. Donc déjà, ça a été le premier prérequis, c'était ne pas être handicapé par le fait de lire de l'anglais. Donc ça a commencé comme ça, et puis bah, de fil en aiguille, voilà. bah ça c'est un peu l'idée que je dis sur ma chaîne, que la première compétence pour un développeur, c'est pas du tout de coder, c'est de savoir lire l'anglais, le Mm, pratiquer. tout à fait. Et ça, malheureusement, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui, et moi-même, j'ai eu énormément de mal à apprendre l'anglais, mais qui l'ont appris un peu à leur dépens. Bah, c'est plus ou moins toujours comme ça que ça se passe en vérité, parce que il y a plein de vocabulaire que je n'avais pas ou des réflexes que je n'avais pas. De base, étant d'origine portugaise, je me suis un petit peu facilité la vie, par exemple au collège, en prenant la LV2 espagnol, etc. Donc j'avais plus, je pense, de facilité avec l'espagnol qu'avec l'anglais quand j'ai démarré ma carrière de dev. Et au final, la tendance s'est complètement inversée. 15 ans après, j'ai beaucoup plus de facilité en anglais qu'en espagnol. Et donc, du coup, mais à une époque, l'espagnol m'a quand même pas mal servi aussi dans ma carrière. Donc, essayez de pratiquer un maximum les langues étrangères, ça peut vachement aider, notamment lorsque vous allez commencer à prendre des postes de lead dev ou autre, et que vous allez commencer à travailler un peu avec l'international, savoir parler quelques langues, donc l'anglais, l'espagnol, le français, et éventuellement, si vous parlez une langue asiatique, alors là, vous êtes les rois du pétrole. C'est génial. Ouais, surtout en ce moment avec le chinois. Même quand je vois la doc, des fois tu regardes la doc en chinois, elle est super bien faite. Oui, mais je ne sais pas la lire. Voilà. Bah, Elle peut-être dans probablement. 15 ans, ça devrait être bon. Disons que bon, j'ai essayé d'apprendre le japonais fut un temps avant de devenir développeur. J'ai eu quand même un petit succès, enfin, j'ai eu des réussites personnelles, hein, pas rien de reconnu, attention. Mais à une époque, j'ai choisi entre devenir développeur et devenir traducteur. Il se trouve que Oui. j'ai choisi la voie de dev parce que ça avait l'air mieux payé, en fait. Et du coup, bah, ça nous amène à la question de pourquoi j'ai choisi cette voie. Cette voie, je l'ai choisie bah, tout simplement parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et voilà, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. J'avais dans l'idée, mais je pense comme beaucoup de gens de ma génération, je suis né en 86. Faut savoir que c'est pas de ma faute, c'est celle d'Harrison Ford. Donc voilà, je tiens à me dédouaner de tout ce que je vais dire. C'est Harrison Ford le coupable. C'est Harrison Ford le coupable. C'est en fait, moi, je voulais devenir Indiana Jones quand j'étais petit. Voilà. Ouais, Donc alors, quand voilà. t'as dit Harrison Ford, j'étais sûr qu'il y avait un rapport Voilà. avec Indiana Jones. Je voulais devenir Indiana Jones. Je voulais être Pierre de Tombe finalement. Euh, donc du coup, mais bon, en grandissant, je savais que archéologue, c'était pas Pierre de Tombe, même si je gardais dans ma tête ce fantasme de l'archéologue. Je suis donc allé poser mes fesses pendant 6 mois à la fac à Tours, la fac des tanneurs. Et donc du coup, bah, j'y suis allé. Et je me suis rendu compte assez vite que devenir archéologue, ça allait vite devenir, comment dire, pas impossible, mais très hautement improbable, et que j'allais probablement finir prof d'histoire. Chose que je voulais pas. Donc, je me suis vite dépêché de boire tout l'alcool que je pouvais en soirée étudiante et de rentrer à la maison après m'être blessé au basket. Donc, j'avais la cheville complètement flinguée. Enfin bref, donc du coup, j'ai saisi la perche au vol pour rentrer chez papa-maman. Une fois guéri, bah, j'ai enchaîné les petits boulots. Entre-temps, bah, la vie fait que je rencontre la personne qui m'accompagne aujourd'hui, etc. On se met ensemble, puis on commence à envisager donc de fonder une famille, etc. Ce qu'on fait. Et au moment de devenir bientôt papa, je me dis bon, va falloir trouver un métier qui paye un peu plus et qui te laisse un peu plus d'ambition d'avenir D'accord. que les petits boulots par-ci par-là. J'ai fait pas mal de petits boulots à la con, notamment commercial sur le terrain. J'ai pris ma bagnole, je prenais ma bagnole et j'allais taper aux portes. J'essayais de vendre des fenêtres aux petits vieux parce que c'était la cible privilégiée qu'on nous demandait de viser, c'était les petits vieux. Donc autant dire que j'étais très mauvais, très mauvais. J'ai vendu 0 fenêtre, mais que dalle. Parce que déjà, j'avais pas envie d'arnaquer des petits vieux pour commencer.
Et puis, bah, quand tu arrives chez eux, les petits vieux, bah, ils sont super sympas avec toi. Parce que toi, tu as genre 19-20 ans. Donc, tu as plus ou moins l'âge de leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants qui viennent jamais les voir. Donc, ils sont tout contents d'avoir des jeunes qui ressemblent à leurs petits-enfants. Donc, ils te mettent bien, les petits vieux, en vérité. T'es chez eux. Oh, bonjour, vous voulez un petit café, un petit gâteau. T'es bien. Ils te gâtent comme si t'étais leur petit-fils. Donc, mais toi, à côté, tu sais que dans la tête, tu dois les blouser. Donc, tu te dis, aïe, bon, bah, moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, j'étais Et, très mauvais à ça. Et donc, bah, j'ai vite lâché le truc et il fallait que je trouve une voie de garage qui me permettrait d'envisager un avenir financier et professionnel qui soit vivable. Et du coup, je me suis rappelé que fut une époque, j'avais visité une école de jeux vidéo. À l'époque, j'hésitais entre aller dans le jeu vidéo ou devenir Indiana Jones. L'école de jeux vidéo, au niveau des tarifs, m'a très vite convaincu que archéologue, c'était vraiment la voie que je voulais. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, chez ces gens-là, chez les développeurs de jeux vidéo, il n'y avait pas que les graphistes, etc. Il y avait aussi les gens qui programment. Et les gens qui programment, je suis sûr et certain on trouve des choses sur Internet. J'ai donc commencé à regarder feu le site du zéro qui est devenu Open Classroom. Et j'ai commencé à coder une première page en HTML, CSS, etc. Et chemin faisant, bah, donc, j'ai trouvé donc l'alternance, etc. Pendant un an chez Kernix. Et puis ensuite, bah, de fil en aiguille, j'ai enchaîné les boulots, etc. donc, je trouve ça très intéressant parce que comme moi, je travaille avec beaucoup d'étudiants et des reconversions professionnelles de temps en temps. Et j'ai souvent remarqué chez mes étudiants bah, qui étaient à peu près dans ce cas-là, ils sont papas, ils ont un boulot, mais ils se disent mon boulot alimentaire, c'est peut-être pas terrible pour mes enfants. Et moi, j'ai remarqué chez ces gens-là, mais ils ont une motivation, mais qui est très très forte. Et quand je vois des célibataires qui n'y arrivent pas et qui ont que ça à faire de leur journée, et moi je dis toujours, j'ai 100% de réussite. Jeune papa, ayant deux enfants, un boulot, et je sais pas s'ils dorment, quoi. Donc c'est ça qui t'a motivé, c'est ça qui t'a dit, bah je vais me défoncer jusqu'à temps que j'y arrive Ah, ou... alors, en fait, la motivation, ouais, elle était financière, hein, je vais pas mentir, hein. Quand j'ai vu les salaires qui étaient affichés, je me suis dit, allez, t'es pas plus con qu'un autre, tu vas tenter ta chance, et puis de toute façon, c'est pas grave, ça te fera toujours une corde à ton arc. Quand j'ai vu que je me débrouillais à peu près correctement et que je progressais à un rythme régulier, je me suis dit, vas-y, je vais tenter ma chance. L'alternance, ça m'a permis de mettre un gros pied à l'étrier, mais entre-temps, j'avais quelques petits échecs, parce que j'ai tout de suite tenté le boulot, quoi, tu vois, le CDD. Bon, autant te dire qu'après un mois de HTML, CSS sur Open Classroom, enfin, le site du zéro, c'était largement pas suffisant pour trouver un taf, même dans une web agency qui n'était pas terrible. J'ai donc fait mon alternance. Et ouais, la motivation elle était financière, mais pendant l'alternance, tu gagnes quasiment rien. On va pas se mentir, tu gagnes très mal ta vie. Mais Alors, je savais qu'à la sortie, ça allait être très différent. Et le gamin était à venir, et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, on va préparer le terrain. Et finalement, ça a été une bonne décision, je pense. Parce que certes, la motivation était financière au départ, mais au moment où les finances sont arrivées, elles sont arrivées finalement assez vite. Et force est de constater que mon expérience dans le commercial m'a quand même servi à ce moment-là, parce que je savais vendre des choses dans lesquelles je croyais. Et au bout de mon année d'expérience, je croyais suffisamment en mes compétences pour bien me vendre, donc j'ai réussi à décrocher un premier CDI juste après mon alternance et j'étais très, très content. À l'époque, c'était genre du 1 700 € net. J'étais refait. J'habitais en Eure-et-Loire, je touchais ça, enfin, je travaillais à 10 km de la maison, j'étais refait. Franchement, je vais pas cracher dessus pour un premier salaire, c'était très très bien. Et donc, du coup, ouais, la motivation, bah, de toute façon, si tu n'arrives pas à trouver la motivation en ayant un gosse qui va arriver, de toute façon, la motivation, elle va s'imposer à toi. Je veux dire, il faut bien qu'il mange. Donc, et ça, je veux dire, non, c'est clairement, ouais, tu fais des compromis avec tes nuits de sommeil, tu fais des compromis avec pas mal de choses, mais à terme, bah, c'est payant, quoi. On va pas se mentir, devenir parent, c'est une super motivation. Après, je jette pas la pierre aux célibataires qui n'y arrivent pas, tu vois, par exemple. Je vais pas aller dire, voyez, vous avez que ça à faire, donc vous devriez y arriver.
Je pense plutôt que c'est lorsque tu n'as que ça à faire que c'est difficile de trouver une motivation, parce que quand tu as des choses qui te... Enfin, moi, il y a un proverbe auquel je crois beaucoup, c'est nécessité fait loi. Là, c'était une nécessité, elle a fait loi. Point. J'ai pas eu le choix. Et, J'ai pas eu le choix. alors j'ai une question aussi un peu personnelle. Ouais. Et je suppose que ta compagne actuelle t'a aussi soutenu. Bah oui, de toute façon, oui. Elle allait pas me dire non, rate ta vie, fais un truc qui continue les boulots à la con, fais-toi virer au bout de 3 mois. Non, non. Non, non, bien Ça sûr. me convenait pas, ça convenait à personne. C'était les salaires promis dans le commerce étaient mirobolants. On te promettait des 4 000 € net au bout de 3 mois avec des commissions, etc. Sauf que c'est, comment te dire, en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, si tu arrives à faire tes 4 000 € net par mois en ayant zéro expérience du commerce et en allant vendre des choses au porte-à-porte, si tu y arrives vraiment en 3 mois, soit tu es un génie, et dans ces cas-là, reste dans cette voie, c'est fait pour toi. Soit tu as arnaqué quelqu'un, et dans ces cas-là, bah, c'est avec ta conscience que tu t'arranges. J'étais ni un génie, et j'avais une conscience, je suis pas arrivé à m'arranger avec, donc il fallait que je trouve autre chose. Et des choses, enfin, j'ai plutôt eu tendance à t'appeler dans les compétences en dur, entre guillemets, quoi. Une compétence qui se jouait pas à la tchatch, mais plutôt une compétence qui se jouait à tu sais ou non répondre à un problème. Et ça me convenait tout de suite beaucoup mieux. Chose qui me gonflait d'ailleurs quand j'étais au lycée, mais j'ai tout de suite trouvé j'ai tout de suite trouvé la motivation juste derrière. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un intérêt aussi. Et puis, on va pas se mentir, une fois que tu commences à apprendre, bah, le métier de dev, c'est quand même rigolo parce que tu apprends des choses. Donc, intellectuellement, c'est très actif et du coup, bah, tu t'ennuies pas. Et donc, le fait que ce ne soit pas chiant, ça m'a quand même permis de mettre de l'eau à mon moulin en termes de motivation. Je me suis dit, bon, ça va bien payer et en plus, c'est pas chiant. Donc, finalement, j'étais 100% gagnant. Ma compagne, elle était, je pense, à l'époque, il faudrait que je lui redemande, faudrait que je lui redemande, mais elle était confiante et preuve en est qu'elle est devenue dev elle aussi plusieurs années plus tard. Mm. Et j'en viens un peu maintenant, on va dire que tu es passé un peu du côté de la formation. Ouais, 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 je donne des cours, je donne des cours depuis quelques années maintenant. Je transmets et comme ça, bah, je rends un petit peu ce qu'on m'a donné et puis surtout, j'essaie de faire quelque chose d'utile. La formation pour moi, c'est vraiment le côté, ok, tu sais faire des choses, maintenant est-ce que tu vas savoir les transmettre? C'est avant tout un bilan de ses propres compétences, le fait de former les gens. Et surtout, c'est dans ta capacité à transmettre l'information, tu vas finalement pousser ta maîtrise des sujets que tu essaies de transmettre plus haut. Parce que c'est la meilleure façon de retenir les choses finalement. C'est la meilleure façon de retenir les choses, c'est la meilleure façon de maîtriser vraiment un sujet, c'est d'essayer de le transmettre de façon simple. Et comme écrire un code simple, élégant, qui répond au problème, c'est dur, bah, il n'y a pas de secret. Transmettre de façon simple, élégante, de façon à ce que ça reste dans la cervelle de l'apprenant, c'est extrêmement difficile. Ça, je pense que c'est un peu ce qu'on fait à travers nos deux chaînes YouTube. Ouais, Moi, c'est une des raisons où je me suis aperçu. Alors, moi, j'ai moins d'expérience que toi dans tout ce qui est formation et enseignement, mais le fait de pouvoir être capable d'expliquer ce qu'on sait, mm, on se dit toujours que c'est facile, mais en réalité, ça l'est pas du tout. Et non, en c'est pas plus de simple. ça, je vais souligner ce que tu as dit. Bah, tu te retrouves très vite, des fois, on te pose une question et là, tu fais, mais je fais ça depuis 10 ans, je suis incapable d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Bah, Et j'ai un super exemple pour ça. Par exemple, récemment, je me suis mis sur un Slack que pas mal de gens connaissent, qui est le Slack de Welcome, qui est tenu par Michael Azerrad. Au début, c'était plus le personnage qui m'intriguait, donc on a discuté, etc. Il m'a invité sur son Slack, j'y suis allé. Puis je me suis rendu compte en fait que sur ce Slack et sur d'autres, finalement, il y avait beaucoup d'échanges textuels, parfois verbaux entre les participants, mais que finalement, il y avait peu de gens qui produisaient de la ressource sur ces domaines-là. Sur le domaine essentiellement du domain-driven design, de l'architecture hexagonale, etc. Et bien récemment, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas assez bien ces sujets, parce que je n'arrive pas à les rendre, dans toutes mes tentatives de les rendre accessibles à des ultra débutants, je n'y arrive pas. mm, Je n'y arrive pas. Pour moi, c'est un marqueur d'absence de maîtrise. Quand je n'arrive pas à transmettre quelque chose, quand je n'arrive pas à le vulgariser de façon très simple, c'est que je ne le maîtrise pas assez.
D'autres me diront, de toute façon, on n'enseigne pas ça à des débutants parce que c'est une trop grosse marche. Je garde quand même espoir que ce soit possible et que ça puisse l'être de façon simple. Donc en ce moment, je suis vraiment en train de monter encore plus en compétence sur ma compréhension des concepts qui sont liés donc au domaine Driven Design. Et donc du coup, il y a une notion par exemple que je galère à expliquer de façon très simple, c'est l'aggregate. Comment expliquer un aggregate de façon simple? Et je me rends compte que je ne suis pas le seul en fait à galérer sur l'explication de l'aggregate de façon simple. Parce que si ta seule façon d'expliquer c'est le garant des invariants, des invariants métiers, ton junior il va te regarder avec deux yeux comme des ronds de flanc, il va te dire Mais, ouais, cool, mais t'inquiète pas, super. moi aussi tu m'as perdu et je pense que tu as Voilà. perdu 90% de mon audience, donc Mais voilà. Et bien justement, ça c'est une preuve que je ne maîtrise pas assez bien le concept pour l'expliquer de façon accessible à tout le monde. alors, Et donc pour moi, ça fait partie des choses qui, pour moi, c'est un de mes marqueurs. Quand j'arrive pas à bien l'expliquer, c'est que je ne le maîtrise pas assez. alors Je peux l'utiliser, mais si je ne peux l'utiliser mais que je ne peux pas l'expliquer, ça veut dire que de base, si ça se trouve, je l'utilise mal. après, moi j'ai une question qui est un peu par rapport à ça. Comment tu as fait le switch entre développeur à Mhm. formateur? Parce que si on en discutait Alors, en off, tu as vraiment fait un switch au départ, tu étais développeur, tu es passé à 100% formateur. ouais, ça s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait au fur et à mesure, le 100% formateur. Mais si je devais dire à partir de quand ça a commencé, je crois que j'ai donné mon premier cours il y a 8 ans. C'était en fait lorsque j'ai commencé à ouvrir mon entreprise, peut-être un petit peu avant, je crois que je suis resté 1 an et demi en auto-entrepreneur. À un moment, j'ai voulu commencer donc à devenir freelance pour mieux gagner ma vie, avoir plus de vacances, etc. C'était l'objectif principal. J'étais très dev à ce moment-là, etc. Je sortais d'une mission donc chez Gameloft. J'étais physiquement cramé. J'étais pas bien à cette époque-là, mentalement, physiquement. Bref, j'étais éclaté. Donc, fin de contrat avec Gameloft. J'avais pris un petit job dans une petite web agency LP System à l'époque. Donc, coucou encore une fois si vous passez par là. J'étais pas encore vraiment remis physiquement ni mentalement. Donc, ça s'est pas super bien passé. La période d'essai, je l'ai faite, mais voilà quoi, ça s'est terminé là. J'avais besoin de vacances, donc je les ai prises. Il se trouve que j'avais de l'argent de côté, donc j'ai pris des vacances. Puis une fois complètement remis, je me suis dit, bon, allez, ça fait des années que tu te dis qu'il faudrait passer freelance pour voir ce que ça fait déjà, parce que c'est une espèce de mystère, entre guillemets. Il y a une espèce d'aura quand tu veux devenir freelance de base, quand tu es développeur salarié, que tu as choisi bien la sécurité, etc. Tu te dis, mon Dieu, je vais devenir mon propre patron, il va y avoir va y avoir des charges, il va y avoir de la compta, bref, il y a tout un monde nouveau qui s'ouvre devant toi. Tout un programme, hein. La compta, Tout un ça vous fait rêver. tout un programme. Bon, moi, j'avoue que à cette époque-là, je n'avais pas besoin d'argent, donc j'ai surtout vu les tracas entre guillemets administratifs. Je suis comme beaucoup de Français. Nous avons un avis très tranché sur l'efficacité et la clarté de nos administrations, donc on a plus ou moins la phobie administrative, hein. Presque tous les Français l'ont et c'est pas pour rien. Ça fait partie de la culture. Mais j'ai eu, entre guillemets, la chance de me décider au moment où le statut d'auto-entrepreneur a émergé. Et pour ça, autant je suis le premier à dire souvent que les politiques font pas grand-chose d'efficace de leur vie, mais autant le statut auto-entrepreneur, honnêtement, c'était une chouette idée, parce que ça permet de mettre le pied à l'étrier du monde de l'entrepreneuriat, enfin du monde du freelancing plus exactement, assez facilement, avec assez peu de compta et assez peu de charges, puisque techniquement, de charges, tu as 23% de taux libératoire. Je ne sais pas si c'est comme ça maintenant aujourd'hui, Non, mais à c'est un l'époque, peu c'était le plus cas. maintenant. Voilà. C'est peut-être un peu moins, non? C'est un peu moins. Voilà. Et avec donc des limites à pas dépasser, etc. Mais bon, à l'époque, c'était 32K. Je pensais pas faire les 32K tout de suite, etc. Bon, il se trouve que je les ai fait. Donc voilà, j'étais très content. Voilà. Mais, et donc, tu commences. Donc, j'ai démarré. J'avais 0 client, j'avais rien, que dalle. Donc j'ai pris toutes les missions de merde, mais vraiment, mais des trucs. Mais aujourd'hui, je me mettrais des baffes rien qu'à l'idée d'avoir envisagé l'idée d'accepter ce truc-là. Mais à l'époque, j'ai tout pris. Rien que pour bouffer, rien que pour construire le carnet de réseau, enfin le carnet de contact. Puis de fil en aiguille, donc j'ai pris quelques missions à la con et certaines étaient chouettes quand même. Et une des missions, je saurais plus dire laquelle,
m'a amené à travailler avec le centre de formation Mediabox. Et le centre de formation Mediabox, en fait, ce que j'ai fait avec eux, c'est que en fait, je leur ai proposé une formation dont j'ai écrit le programme à 100% avec un sujet que j'ai écrit à 100% qui était directement inspiré de mon expérience chez Gameloft, qui est encore en ligne d'ailleurs aujourd'hui, qui était du coup après, je l'ai publié sur développer.com, un peu partout, un peu partout. En fait, c'était comment créer un moteur 2D avec la balise HTML5 et Canvas. C'était un moteur 2D en fait qui était directement inspiré, pour pas dire 100% copier-coller, de la syntaxe de Feu AS3, ActionScript 3, donc des développeurs Flash. J'étais moi-même développeur Flash, mes Flash venaient de mourir, donc il fallait trouver un fallback pour tous ces gens qui se retrouvaient finalement sans boulot, entre guillemets, sans technologie de prédilection. Et je me suis dit, le JS et l'ActionScript 3, bon, vas-y, ça se ressemble. Mais ce qui est chiant, c'est que je peux plus manipuler des display objects, des sprites, etc. C'est quand même vachement pratique et bien foutu. Je me suis dit, rien à foutre, je sais coder en JS, je sais que je peux reproduire ce truc-là. Donc j'ai reproduit le moteur, que j'ai nommé Tomahawk à l'époque, parce que, entre guillemets, je le voulais aussi précis qu'un lancer de hache dans ta tête, ce qui était finalement une image assez moche quand on y pense. Et du coup, juste derrière, j'ai proposé ça donc au centre Mediabox. Toutes les formations concernant le HTML5 qui venaient de sortir, ça a explosé, etc. C'était très demandé. Donc, j'ai donc conçu cette formation-là qui m'a permis donc de créer donc mes premières formations, de donner mes premiers cours. Puis, chemin faisant, avec le centre, on a vu que je me débrouillais bien dans l'exercice qui consistait à transmettre de la connaissance. Ils m'ont donc proposé d'autres missions. Donc, tiens, tu veux pas faire cette formation HTML, tu veux pas faire cette formation CSS, tiens, on a besoin de gens sur tel techno. J'ai fait, bah écoute, ouais, pourquoi pas, je suis très content de faire ça. Et puis, au fur et à mesure, on m'a beaucoup plus proposé de missions de formation que de missions de développeur. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai fait quand même pas mal de petits jeux événementiels entre-temps, à l'aide du fameux moteur, donc Tomahawk. Entre-temps, il y a Create.js, Pixie, etc. qui sont sortis, donc au fur et à mesure, j'ai abandonné progressivement l'usage de mon moteur, qui était avant tout à usage pédagogique, mais qui tournait très bien en production après quelques améliorations. Mais je n'avais pas donc la force de frappe de plusieurs développeurs dont le boulot était juste de développer un outil. Moi, je devais et développer et améliorer mon outil et produire des choses avec. Donc, je n'arrivais pas juste à suivre en termes de nombre de features. Mais en soi, ça m'a donc permis de rapporter donc, pas mal de contrats de type formation à ce moment-là, et de contrats de type donc, jeu événementiel. Donc, j'ai fait pas mal de jeux vidéo en étant donc freelance et en étant salarié. Puis, au fur et à mesure, les jeux vidéo m'en a de moins en moins demandé. C'était, bon, en même temps, j'avais des clients plutôt ciblés qui avaient beaucoup de budget pour faire plein de jeux événementiels, mais qui finalement, après, en avaient un peu moins. Puis moi, on me demandait plein de formations à côté. Des formations de 3, 5 mois, etc. Ce qu'on appelle donc des cursus. Donc, c'était à ce moment-là, donc, je travaillais avec les gens donc, de chez Mistra, avec lesquels je travaille encore aujourd'hui, qui, en fait, me proposaient des cursus long terme. C'est-à-dire 3 mois pendant lesquels tu prends des gens qui n'ont jamais codé de leur vie et tu les transformes en développeurs. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et du coup, ensuite, naturellement, pendant que tu es 3 mois bloqué avec des personnes, tu dois refuser d'autres missions. Donc, les gens avec lesquels tu bosses d'habitude sur des missions plus courtes de 2 à 3 semaines, ils trouvent d'autres personnes pour faire, etc. De temps en temps, quand tu as un emploi du temps qui se libère et que vos emplois du temps concordent, tu peux te permettre une mission, mais ça devient de plus en plus rare. Et comme c'était des très bons clients au niveau des formations et que ça me permettait de facturer un taux journalier qui est correct, du coup, j'ai privilégié ce type de mission. Et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte que j'en avais marre en fait de passer, parce que les missions ne se déroulaient pas toujours à côté de chez moi, très souvent loin de chez moi. Je n'avais pas l'ambition de déménager, j'avais pas envie, mais j'en avais marre de passer ma vie dans le train et les hôtels. Donc du coup, j'ai discuté avec une personne que je connais depuis un petit paquet d'années à ce moment-là, donc qui est Anna Stepanov, donc qui est la fondatrice de la Wild Code School. Il se trouve qu'on habite physiquement à 1 kilomètre l'un de l'autre. J'étais là lors de l'inauguration de l'école, etc. Des amis à moi sont passés lors de la première session. Donc on discutait, on s'est rencontrés dans le train, on a discuté, et puis elle me dit, by the way, je cherche un formateur pour la prochaine session à La Loupe, donc qui est l'endroit où j'habite, et l'endroit donc du premier campus.
Donc je vais pour passer une audition, donc ce sont les élèves qui te jugent. Tu fais un atelier en fait de 4 heures et ils jugent ta compétence à transmettre ou non des choses. Donc ça s'est bien passé, les élèves m'ont approuvé, et je suis devenu le formateur de la session d'après, j'ai bossé pendant 2 ans avec eux, et là je bosse encore avec eux, mais pour un format en alternance, et puis maintenant, là, le 28 juin, je vais redémarrer une mission, cette fois de pur développeur, avec d'autres personnes qui sont en fait le groupe Pix. Et donc, ben voilà, ça m'amène à ici, là où je suis aujourd'hui. Et c'est Ok. vrai qu'à l'époque, la formation, c'était, mais même encore aujourd'hui, je pense qu'en tant que senior, il faut qu'on transmette. C'est de notre responsabilité. Il faut le faire. Ah, ça, tu prêches un converti. Moi, je pense que. Alors, moi, j'ai un cursus qui est un peu plus classique d'ingénieur. Le nombre d'ingénieurs que je connais qui sont incapables d'expliquer ce qu'ils font. C'est des fois, on a l'image de l'ingénieur très froid, très distant, qui dit des trucs Mhm. qui n'ont pas de sens. Ça vient de quelque part. Ils sont pas tous comme ça, mais, Ouais, c'est mais pas qu'une légende, quoi. ouais, c'est pas qu'une légende. Disons qu'il y a quelques traits vrais dans ça. Moi, une question qui me vient un peu à l'idée, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Euh, Alors, je pense que tu vois un peu où en vient ma question. C'est que, tu vois, moi, j'ai à peu près le même parcours que toi. Du moins, moi, je dirais plutôt que je suis freelance et formateur. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de devenir formateur à plein temps parce qu'à un moment ou à un autre, t'es plus du tout dans la technique. Et quand je donne un cours en école d'ingé ou à l'université, j'ai pas envie d'être ce prof qui, au final, parle d'un truc qu'il a vu dans sa jeunesse. Comment toi, tu peux lutter un peu contre ce fait-là que tes connaissances que tu as se désola, on va dire, sont plus liées du tout à ton métier, concrètement. Parce, parce que, en fait, je donne pas de cours sur des choses qui ne sont pas liées au métier, dans le sens où je donne pas que des cours pour des cursus, par exemple. Je donne aussi des cours donc à des professionnels qui souhaitent changer de technologie. Par exemple, tu veux une formation de 3 jours sur du Spring Boot, je peux te faire une formation de 3 jours sur du Spring Boot. C'est du Ce Java? qui est bien, voilà, donc du Java. Tu veux une formation sur Symfony, je te fais une formation sur Symfony. Tu veux une formation sur Angular ou React, je te fais la Angular ou la React. Mais pour ça, il me faut quand même un certain nombre de matières sur lesquelles travailler, monter en compétences, etc. Et il se trouve que j'ai toujours gardé cette volonté de rester connecté au monde de l'entreprise et j'ai toujours réussi donc à le faire par le biais justement des gens à qui je donnais des cours. Parce que très souvent, il est demandé dans les formations que je fasse du conseil, donc du consulting ou que je donne mon avis tout simplement sur le code qui est déjà en place dans l'entreprise et qu'ils ont essayé donc de mettre en place en n'ayant pas forcément les bonnes connaissances liées à la technologie en question. Donc, je vois systématiquement presque du code d'entreprise avec les technos que j'enseigne. Donc, je reste assez connecté au monde de l'entreprise là-dessus. Je suis plus dans le monde de la production, dans le sens où c'est plus moi qui produis de la feature au kilomètre et qui remplit les tickets Jira. Mais en revanche, dans le fait de produire de la fonctionnalité ou d'aider à produire de la fonctionnalité, je reste assez actif dans ce domaine-là, donc c'est plus un problème de se maintenir à jour dessus. Non, le plus gros problème que j'ai en tant que formateur, c'est d'arriver à écrire les supports de cours à temps. Ça, c'est long, c'est Alors long. ça, je suis d'accord avec toi. Moi, Ça prend ça du m'est temps. souvent arrivé de créer un cours pour des masters et de le finir 2 heures avant, quoi. Ah, mais c'est infernal parce que les délais sont toujours très serrés, tu n'arrives pas toujours à le facturer, etc. Mais bon, c'est long, mais bon, ça, tu finis par, tu finis par t'y faire, quoi. Mais c'est vrai que moi, personnellement, rédiger le support, c'est la tâche qui me gave le plus, hein. Ça et la configuration. Ça, je déteste la configuration. C'est chiant et long. Enfin bref, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Ça représente aucun défi intellectuel et en ce qui me concerne, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que les tâches rébarbatives m'amusent pas trop, bah, comme tout le monde, hein. Mais c'est vrai que dans la formation, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi pu en fait, je pense que la formation, en fait, moi, le syndrome de l'imposteur de devenir pur formateur m'a jamais traversé l'esprit parce que j'ai jamais considéré ça comme un manque de compétences à appliquer réellement dans le monde de l'entreprise.
dans le sens où, de toute façon, dans le monde de l'entreprise, il y a des objectifs, et dans le monde de la pédagogie, il y en a également. Et je pense que les objectifs dans le monde de la pédagogie sont assez élevés, dans le sens où ces gens à qui tu vas enseigner quelque chose doivent plus tard l'appliquer dans la vraie vie, dans la production. C'est donc à toi, c'est ta responsabilité morale que de faire en sorte que ces gens repartent avec les bonnes billes. C'est clair que d'aller diffuser un cours de C++ qui date d'il y a 15 ans, ouais, j'aurais honte de moi si je faisais ça. Ou même, genre, opérer une formation Angular 5 alors qu'on en est déjà à la version 12+, ouais, là, je me considérerais comme un putain d'escroc parce que je ne me serais pas mis à jour. Mais il se trouve que c'est pas ce que je fais. Je me mets systématiquement à jour dessus, je vérifie comment ça se passe, je regarde les problèmes des gens sur Stack Overflow, histoire d'anticiper un peu les questions. Bref, il y a plein de choses qui sont faites. Hein. Et quand bien même, de toute façon, être pur formateur, finalement, ça n'a rien de honteux, parce que tu n'es pas décorrélé vraiment du monde de la production. Tu produis des cas d'école. Et produire des cas d'école t'oblige finalement à réfléchir à comment je fais cette chose que je faisais de façon, presque toujours de la même façon, hein, finalement, avant de devenir formateur. Comment je la ferai de façon assez claire et explicite pour qu'elle laisse la possibilité à la personne qui va la recevoir d'appliquer son mode de pensée dessus. C'est un peu du plug and play, hein, finalement. Ce qu'il faut que tu arrives à... Alors, parfois, tu te rates. Hein. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait il y a quelques semaines un atelier d'initiation au TDD à des élèves de la Welcome School et il se trouve que j'ai pas été bon. Voilà, ça arrive, il y a des fois, t'es pas bon. Il y a des fois, tu peux être bon 90% du temps, mais les 10 autres pourcents, tu es un être humain et il t'arrive de te foirer. Et donc, du coup, ce qu'il faut pour limiter la casse quand tu fais ça, c'est finalement bien préparer en amont ce que tu fais. Et quand tu prépares bien en amont ce que tu fais, tu as toujours plus ou moins quelque chose sur quoi rebondir. Donc ça demande beaucoup de temps d'investissement, ça demande de voir également ce que les autres sur Internet ont rencontré comme problème sur les problématiques que toi tu vas traiter. Finalement, ça revient à faire un boulot de développeur, mais un boulot, entre guillemets, pour moi, de méta-développeur, dans le sens où tu es là pour que l'équipe, quelle qu'elle soit, quelle que soit celle qu'on te fournit, puisse repartir avec quelque chose de nouveau. C'est un boulot de lead dev en permanence avec le côté pédagogie en plus. Donc non, le côté syndrome de l'imposteur à être pur formateur, en vérité, je le comprends pas. Je pense que les gens font beaucoup trop la différence entre t'es plus vraiment t'es plus vraiment un développeur puisque t'es un formateur, mais parce qu'ils ont cette image du prof qui diffuse des cours d'il y a une quinzaine d'années et qui sent la craie, qui a les coudes déchirés, enfin bref, en gros, à l'école, on n'apprend rien de bien. C'est pas vrai. À l'école, on peut apprendre plein de choses de bien dans les formations aussi, qui peuvent te servir dans la vraie vie. Mais ça dépend de la personne que tu vas rencontrer en face en tant que formateur, c'est une certitude. Mais tout comme à l'école, j'ai eu des profs géniaux. La plupart m'ont laissé plus ou moins indifférent, une poignée m'ont donné envie de les baffer, mais j'en ai également eu qui étaient géniaux, qui m'ont fait aimer leur matière. Moi, je me suis dit, quand j'étais formateur, je veux essayer de devenir un prof qui donne envie de faire quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Il faut avoir envie de donner envie. Ok, il nous reste quelques minutes. Mhm. Si Bien par sûr. exemple, tu en as dans mon audience qui auraient envie de devenir formateur, qui sont devs et qui se disent pourquoi pas lancer le pas, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur, je sais pas, comment rentrer, comment donner un cours dans un Ouais. organisme de formation ou dans une école d'ingé La première chose qu'il faut faire, je pense, c'est publier de la ressource. En ce qui me concerne, le forum de Mediabox, j'ai commencé à publier des ressources et des tutos, et donc à y écrire des choses, bien avant d'avoir donné mon premier cours. C'était pour moi une façon de partager des choses et surtout de m'obliger à monter en compétence sur quelque chose. Donc, si je dois donner un conseil, dès que vous pensez maîtriser quelque chose, dès que vous pensez être à l'aise avec une notion, allez vous challenger et allez l'expliquer à quelqu'un qui ne la connaît pas. C'est la meilleure chose à faire. Et au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous acquérerez une meilleure maîtrise bien plus profonde, bien plus pérenne de ce que vous enseignez que de ce que vous appliquez. Appliquer, c'est finalement aller jusqu'aux 80% de la maîtrise. Enseigner,
tu peux tabler sur du 95% minimum. Tu vas en oublier une partie avec le temps, mais il faut transmettre. Et pour ça, ouvrez un blog, même un WordPress. Écoutez pas les gens qui vous disent que WordPress c'est de la merde, c'est pas vrai. Pour un blog, c'est très bien, ça fait le taf. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vendre la propreté de votre code WordPress, vous en foutez, vous êtes là pour écrire de l'article. Écrivez des articles, transmettez de la ressource, partagez-les, demandez des reviews, impliquez des gens, et ensuite, au fur et à mesure, normalement, on attend quelques années, on attend minimum 4-5 ans maintenant pour proposer de devenir formateur, histoire d'avoir un minimum, entre guillemets, de crédibilité face aux gens à qui on donne des cours. Allez voir un centre de formation, allez juste toquer à leur porte. Il y a une vraie pénurie de formateurs en France, de bons formateurs impliqués en plus. Il y a une vraie pénurie. Donc, allez demander, allez les voir et allez leur dire, voilà, je veux transmettre ce que je sais. Ils seront plus que contents. Oui, et en plus, je pense que la première fois, ça va pas être parfait. En général, les gens sont relativement bienveillants Oui, et oui. on se fait Alors, toute une alors, montagne. c'est comme développeur, hein, par contre, il ne faut pas faire ça pour la reconnaissance. Hein. Je veux dire, la reconnaissance, c'est du bonus. Tu l'accueilles avec plaisir. Par contre, quand tu as été mauvais sur une session de formation, ça arrive, hein, par contre. Hein, si jamais un jour vous êtes formateur et que ça vous arrive d'avoir été mauvais, admettez-le déjà. C'est la première étape. Ne niez pas que vous avez été mauvais. Admettez les points sur lesquels vous avez échoué. C'est une bonne façon d'admettre ces torts. Et surtout, une fois que vous l'avez admis, il ne reste plus rien, entre guillemets, à vous reprocher. On ne peut pas vous reprocher votre mauvaise foi, vous avez admis que vous n'avez pas été bon. Ça arrive, vous êtes qu'un être humain. Donc, mais du coup, en faisant ça, en transmettant, quoi qu'il arrive, vous deviendrez meilleur dans votre maîtrise des concepts. Ça vous fera grandir en tant que développeur ou développeuse. Et au passage, ça vous permettra aussi de développer des capacités de communication qui sont très utiles aussi pour des prises de postes dans le management, etc. Enfin bref, il faut vraiment transmettre. Donc, si j'ai qu'un conseil à donner, soyez curieux déjà. Donc, allez gratter de l'info sur des sujets que vous ne connaissez pas. Moi, je fais quasiment que ça sur ma chaîne YouTube. J'essaye de vous apprendre des sujets que vous ne connaissez pas. On me demande beaucoup de contenus qui ont un rapport avec la production, etc. Bon, ok, j'en fais de temps en temps, mais de temps en temps, vous allez trouver des sujets qui n'ont rien à voir. J'ai fait une vidéo, bon, il y a plus d'1 an de ça, hein, sur comment on fait pour générer des boules de feu et des auras comme dans Dragon Ball. Ça ne va être utilisé nulle part, ce truc-là. Mais ce qui est intéressant, c'était le chemin mental, le challenge intellectuel, qu'est-ce que tu vas apprendre en essayant de le résoudre, etc. Faites ça. Trouvez-vous une petite connerie qui n'a rien à voir avec votre quotidien. Déjà, ça va vous sortir de votre quotidien pour commencer ça. Vous codez pour le plaisir et en plus, vous allez forcément apprendre des choses. Donc, soyez curieux et une fois que vous savez faire quelque chose, transmettez-le du mieux que vous pouvez. Et une fois que ça c'est fait, vous avez gagné, vous deviendrez forcément bon dans ce que vous faites. Ok. Non, mais c'est vachement intéressant et je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Donc on va conclure et je vais te demander, donc tu as parlé de ta chaîne YouTube, donc si on veut te retrouver, on peut te retrouver où exactement? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur la chaîne donc Moukachino, M2O, donc comme le MOOC, Tac. M2OC, ACCINO, donc Gaëtan, je pense qu'il vous mettra un petit lien dans la description. Dans la description et à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, Et sinon, tous les samedis soirs à partir de 21 h en live sur Twitch, où je suis un peu plus chill. En ce moment, d'ailleurs, je fais plus que des lives, c'est pas bien. Il faudrait que je termine le montage de mes vidéos un peu plus concises. Mais ouais, en ce moment, je fais pas mal de lives sur Twitch tous les samedis. Je mets les VOD sur la chaîne YouTube de toute façon, donc si vous n'y avez pas assisté, c'est pas grave. Donc, c'est des vidéos sur lesquelles je prends un peu plus de temps pour expliquer des concepts. Récemment, on a fait du TDD. Un live coding également sur introduction à la 3D isométrique, donc des jeux type Dofus, etc. On a fait également des algorithmes génétiques, enfin bref, on a fait plein de trucs. Venez vous amuser, c'est chouette. c'est relativement poussé ce que tu fais, moi je trouve ça vachement intéressant. En tout cas, le but, c'est avant tout d'élargir son esprit de développeur. Le dev, même le dev web, c'est pas que produire des applications
métier pour des trucs très corporate. Le dev web, ça peut être un truc aussi bête que de faire, je sais pas moi, un effet de fumée, par exemple. C'est du dev web. Vous ne l'utilisez pas dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous en foutez? Vous avez le droit de vous amuser avec les outils que vous galérez à apprendre au quotidien. Le code, ça peut être amusant. Ça peut être amusant, et en étant amusant, vous élargissez vos compétences, et du coup, vous élargissez également votre capacité à trouver des jobs plus amusants. Parce que, autant je suis sûr et certain que beaucoup de gens adorent produire des applications métiers très sérieuses, du bancaire, du médicinal, de l'assurance, etc. Moi, ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément. Et en plus, j'y trouve pas une très grosse utilité sociale. Encore que le médical, ça va. Mais moi, je veux m'amuser quand je fais quelque chose. Et pour m'amuser, il faut que ça me sorte de mon quotidien. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai pas le choix. Je dois aller trouver des trucs que j'ai pas fait. Et il y en a un milliard de trucs que vous faites pas. Donc, du coup, continuez d'être curieux, travaillez des choses. Il y a un sujet que vous avez vu passer, le type a l'air de faire ça, bah c'est cool, allez-y, prenez. C'est pas moi, c'est pas Gaëtan, on s'en fout, prenez. Si la ressource n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, c'est pas grave, vous aurez au moins tenté votre truc. Il y a une excellente chaîne YouTube pour ça, qui est celle de Daniel Schiffman. Ce mec, c'est une crème, c'est de Coding Train. J'adore ce qu'il fait. Il Ah est oui, c'est fun. vrai que... Oui. Ah, il a tendance à se perdre dans Ah, tous les sens. C'est compliqué de le suivre parfois, mais il est ultra fun, ce mec. Allez voir, tu as plutôt d'aller voir ma chaîne, allez voir celle de Daniel, je m'en fous, mais au moins ce serait une super chaîne. Mais allez voir les deux quand même. Et celle de Gaëtan, donc 3 chaînes. Mais non, allez voir celle de Daniel, c'est super. c'est une vraie expérience. Ouais. Des fois, c'est vachement poussé ce qu'il fait en plus. Ouais, mais c'est cool et ça permet d'étendre son truc. Par exemple, moi, c'est avec Daniel Schiffman que j'ai appris à coder mon premier réseau de neurones from scratch, sans TensorFlow, sans rien et tout, etc. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Ouais. Et j'ai vu que ça réutilisait plein de choses que je connaissais déjà, mais que ça les emboîtait dans le bon sens pour faire naître, émerger un truc que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais waouh, génial. Et depuis, des fois, le soir, quand je suis mort, que je suis éclaté de ma journée, je me mets dans mon canapé, j'allume YouTube et je regarde Daniel me faire des trucs à l'écran. Il y a des fois, je m'endors devant parce que je suis trop éclaté, et des fois, je me dis, mais c'est génial, il arrive à me réveiller alors que j'étais éclaté. Mais c'est marrant. Mais parce que il y a un intérêt dans ce qu'il fait, et puis il met de la bonne humeur, etc. Moi, j'aimerais voir plus de devs qui sourient au travail, ne serait-ce que parce qu'ils codent quelque chose de rigolo. Alors, je sais bien qu'on n'est pas là pour s'amuser parce qu'on est au travail, mais je pense que c'est pas antinomique. Faut arriver à trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Ok, bah, je Ah, je pense te que l'ai dit. ça va être le mot de la fin. Ouais. Ah, j'ai dit Euh, que j'étais bavard. ah bah Je ça, fais tu pas m'avais mentir. prévenu au départ. Ah oui, non, mais oui, je suis bavard comme Donc mec. je te remercie Nicolas d'avoir participé à cette interview. Donc je mettrai tous les liens dans la description et j'espère te revoir bientôt